Salut, c'est Hugo. Salut, c'est Lucas. Et salut, c'est Léna. Et bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons-en. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très vaste, qui est le secteur de la communication, mais pour être précis, est-ce que la communication, avec tout ce qui se passe en ce moment, est encore un secteur viable et un secteur où on peut encore se démarquer. Et pour cela, on a la chance d'accueillir Magali Foss. Bonjour Magali. Salut, c'est Magali. Comment ça va ? Très très bien, merci de m'avoir invité. Pas de souci. Et du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites et voilà quoi. Donc moi je m'appelle Magali Foss, je suis responsable des relations entreprises à l'EFAP de Lille, qui est une école de communication. Mon job c'est d'accompagner les étudiants pour trouver un stage, une alternance et puis surtout trouver un emploi. Et je fais ça depuis 4 ans à l'EFAP. Et avant ça, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans la communication puisque je suis diplômée d'une école de communication. Ok, Laquelle ? Pas l'EFAP. Ah, ok, bon. Ok, Non, je suis diplômée de l'ISCOM Paris. Ok. sympa. la concurrence en plus. La concurrence, comme quoi on est ouvert à À tout. À tout. À tout. Exactement. Moi, j'avais du coup une question. C'est que justement, dans le parcours qu'on va avoir en communication, pour ceux qui sont en communication le savent, mais pour ceux qui vont peut-être arriver en communication, il y a 2 façons de se professionnaliser. C'est du coup les stages ou l'alternance. Et du coup, c'est une question un peu pour tout le monde. C'est quoi la différence entre un stage et une alternance que ça peut apporter comme mission différente, comme compétences différentes ? Alors, les stages, je dirais que les stages, c'est de 2 à 6 mois, globalement, et ça peut permettre de tester. En fait, le stage, c'est une période de test. On va tester un secteur d'activité, on va découvrir un métier, parce que si je reprends l'exemple de l'EFAP, on a des stages dès la première année, après le bac, et donc on ne sait pas forcément quels sont les métiers de la communication, de quoi on a envie. Souvent, les étudiants qui arrivent après le bac veulent faire de l'événementiel ou de la publicité ou de l'organisation de mariage, en tout cas ce qu'ils ont pu voir à la télé ou les échos qu'ils ont pu avoir. Hein. Mais finalement, chaque stage, c'est l'occasion d'aller tester un métier, un secteur d'activité. Bah tiens, j'ai testé l'événementiel, ça m'a plu, ça m'a pas plu, ou alors j'ai adoré, mais je vais aller voir autre chose. Et de stage en stage, on va se tester pour voir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, et l'un est aussi important que l'autre. Et à côté de ça, l'alternance, on est salarié d'une entreprise, c'est 1 an ou 2 ans. Donc là, c'est un peu plus responsabilisant. Et puis des stages, on peut en faire toute l'année. Alors que l'alternance, il y a un calendrier pour l'alternance. Tu commences ton alternance en septembre pour 1 an ou pour 2 ans. Et en ce moment, là, on est au mois d'avril. C'est la pleine saison, il y a des offres d'alternance. Il y a un pic d'activité pour trouver une alternance. Le stage, là, ça va être plutôt tout au long de l'année. Okay. Mais ce que je retiens surtout, c'est que le stage, c'est un droit à l'erreur, un droit au test. Et alors que l'alternance, on va plutôt s'engager durablement. Ok. C'est vrai que quand on est en alternance, on est vite bouché, parce qu'on va directement dans un secteur. Et moi, j'ai des amis qui sont en alternance et qui vont finir leur alternance maintenant et se disent, ça se trouve, en fait, ce que j'ai fait pendant 2 ans, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire après dans mon CDI. Et du coup, ça va peut-être les boucher, les freiner dans leur recherche d'emploi parce qu'ils vont avoir des compétences qu'ils ont acquises pendant 2 ans dans ce secteur de la communication précis. Qui vont peut-être pas les aider dans un autre secteur. Enfin, moi, je prends l'exemple d'une personne, elle est en com interne, elle se dit, pas trop envie de continuer dans la com interne, j'ai envie d'aller dans la communication externe, dans de la marque ou de la marque employeur ou encore même dans tout ce qui est relations clients, UX, EI. C'est pas du tout le même métier, c'est pas du tout les mêmes compétences utilisées. Donc, du coup, elles vont se retrouver bouchées, alors que c'est vrai qu'un stage, pour mon expérience, j'ai pu tâtonner plein de choses différentes, même dans le monde de la culture. Enfin, moi, c'est mon cas, où je me suis rendu compte que j'adorais ça, mais que c'était pas non plus le métier où je voulais aller. Alors que si j'étais parti dans une alternance là-bas, je sais que j'aurais été malheureux. Enfin, malheureux, c'est un grand mot. Oui. Et je me serais vite dit, c'est pas fait pour moi d'y travailler, quoi. Mais c'est ça l'avantage, c'est qu'on se rend compte qu'on peut vraiment tester plein de trucs, parce que, nous, en tout cas, on connaît que les stages et on n'a jamais eu d'alternance. Et on peut vraiment tout tester. Là, par exemple, je sais que les domaines dans lesquels on a fait nos stages de première et de deuxième année, c'était pas du tout les mêmes.
Alors moi, du coup, j'ai fait qu'un toi, stage. toi, t'as fait Mais mais moi, je sais que par exemple, première année, j'étais en community management, ce qui m'a permis de devenir après freelance, comme on en a parlé dans un précédent podcast. Et cette année, j'étais en événementiel. Et donc, ça permet l'année prochaine, j'aimerais bien partir en audiovisuel. Donc, ça permet vraiment de tester tous les secteurs et de se faire une petite idée de tout. Ouais, je suis d'accord. Ouais, après, l'alternance, c'est intéressant. Moi, je suis pas fan de l'alternance. Il y a certaines écoles qui proposent une alternance juste après le bac. Moi, je trouve que c'est trop tôt. Après, ça, c'est une opinion personnelle. Ouais. Je trouve que c'est bien, justement, d'aller tester différentes choses. Parce que, je sais pas si on se tutoie ou si on se voit, mais on se tutoie. Comme tu le disais, Lucas, l'alternance, à un moment donné, ça fige les compétences. En tout cas, on s'engage auprès d'une entreprise avec certaines compétences et on va les mettre en application. Mais après, on peut aussi trouver une alternance où on va faire plein de choses différentes. C'est pas la même chose. En fait, la grosse différence, c'est qu'en tant qu'alternant, on est salarié d'une entreprise. Donc ça veut dire que ça engage vraiment. Le contrat qu'une entreprise passe avec un étudiant en stage, c'est que il a le droit à l'erreur, il a le droit au test. On est là pour le former. Le tuteur, son rôle, c'est vraiment de l'accompagner, de lui dire quand il a fait quelque chose de bien, de lui dire quand il a fait quelque chose de mal, et de l'accompagner pour grandir. Ouais. Le niveau d'exigence n'est pas le même vis-à-vis d'un alternant. Je pense que c'est surtout ça la différence, parce que finalement, on peut très bien avoir une alternance avec des missions très différentes, on va toucher à différentes choses, mais il faut être cash avec l'entreprise dès le départ. Il vaut mieux le dire. Moi, j'ai envie, pendant cette alternance, de toucher à différentes choses et à tester plein de choses. Ouais. Je sais pas si vous partagez ça, ou en tout cas les échos, vous avez pu avoir d'autres... Ouais, moi, c'est exactement la vision que j'avais de l'alternance en soi. C'était la différence, le nombre de... enfin 6 mois pour un stage et 1 à 2 ans à l'alternance, et aussi le salaire qui n'est pas le même. Mais sinon, moi, quand j'ai fait mon stage de première année, il y avait une alternante avec nous. Elle faisait les mêmes missions que moi et on faisait des choses hyper différentes. Genre on faisait shooting photo, community management, on faisait les planifications, les budgets, on faisait plein de trucs différents. Elle faisait la même chose que moi, donc en soi je trouve pas que ce soit t'as que un pôle, que un rôle en alternance, je trouve aussi. Moi, j'avais vraiment cette vision de un rôle, en mode l'alternant, et même pas forcément le... Enfin, moi, la vision que j'ai de l'alternance, et c'est pas une vision très positive, c'est vraiment ce côté où c'est vraiment entre le stagiaire et entre le salarié, entre guillemets. Où c'est vraiment... le stagiaire, on lui donne les missions un peu fun, entre guillemets, qui finissent pas vraiment. L'alternant, on est un peu plus dans tous les trucs un peu chiants, et le salarié, il taffe. Là, c'était cette image-là que j'avais. Ouais, après l'alternance, elle est intéressante pour l'entreprise parce que le temps qu'on passe à former quelqu'un, finalement, il est opérationnel après pendant 1 an ou pendant 2 ans. Ouais. Alors qu'en stage, on va passer peut-être 1 mois à former la personne, le stagiaire, pour un stage de 6 mois, et il sera opérationnel 5 mois. Ouais. Donc ça veut dire qu'au bout de 6 mois, la personne, elle doit à nouveau former quelqu'un. Donc l'intérêt pour l'entreprise, c'est qu'elle forme quelqu'un durablement. Ouais. Après, pour l'entreprise, ça coûte plus cher l'alternance que le stage, puisque l'alternance, c'est un salarié, donc on lui paye un salaire et on paye la formation. Ça, c'est l'entreprise qui paye les deux. Okay. Sur un stage, l'entreprise, elle va verser la gratification de stage. Le coût, il est de 4,35 € par heure travaillée. Ça fait à peu près 620-650 € par mois. C'est un minimum. Oui. Il y a des entreprises qui payent très très bien leurs stagiaires. Ouais. J'ai en tête quelques exemples d'entreprises où vraiment le montant de gratification du stage, c'est plus qu'un salaire en alternance. Ouais. Donc je pense qu'il y a ce facteur-là, mais pour l'entreprise, ça lui coûte plus cher. Oui aussi, ouais. Après, moi je sais que... Après, c'était plus mon expérience à moi, mais de ce que j'ai pu voir dans mes stages et de ce que je peux parler avec les entreprises avec qui j'ai pu échanger pour l'alternance, le désavantage du stage par rapport à l'alternance, c'est aussi la confiance et en même temps le côté responsabilité que tu vas plus retrouver quand tu es en alternance. En même temps, tu es là pour 1 ou 2 ans, donc tu auras plus de responsabilités, on te fait plus confiance sur des missions qu'un stage. Moi, je suis quelqu'un, je m'adapte très vite dans le milieu où je suis, donc je me fais très vite aux nouvelles normes, etc. Donc j'ai ce besoin de toujours évoluer constamment et que je peux être vite restreint sur un stage de longue durée où on va me dire t'es en stage, même si t'as des compétences, etc. On peut pas te donner autant de responsabilités qu'un alternant. Et moi je dis si j'ai envie, je veux. Alors qu'un alternant, en fait,
avec qui j'ai pu parler qui sont là-dedans, au bout de 3-4 mois, on commence à leur faire un peu plus confiance parce qu'on les a formés. Et après, ça roule tout seul. Certains, ils font leur projet de A à Z tout seul. Ils n'ont pas besoin d'avoir un tuteur qui les regarde, mais qui chapeaute, mais grosso modo, qui a juste une validation à la fin avec le budget ou autre. Et après, derrière, tout est fait. Donc, moi, j'ai aussi ce côté-là où... Après, évidemment, pour moi, il faut toujours commencer avec des stages. Mais ce côté, où, si derrière, on a plus de responsabilité et évoluer dans un domaine précis, je pense que l'alternance, c'est quand même mieux. On va te confier plus de responsabilités sur 1 an qu'on pourrait t'en confier pendant 6 mois. Après, moi j'ai des exemples de stagiaires, ils ont évolué pendant un stage de 6 mois, mais d'une manière incroyable, parce qu'il y a de la confiance. En gros, le premier mois, on va vous tester par rapport aux missions qui étaient marquées dans l'offre de stage, et puis franchement, si vous relevez le défi, on va vous confier de plus en plus de responsabilités, puis on va vous lâcher la bride. Et on peut avoir des très beaux stages hyper responsabilisants en 6 mois. Par contre, on ne peut pas dépasser 6 mois de stage. Et ça, c'est la loi. Quelle que soit l'école, quel que soit le niveau de formation, on ne peut pas dépasser 6 mois de stage. Parce que sinon, des entreprises pourraient prendre quelqu'un en stage pendant 9 mois, on le paye au prix d'un stagiaire et on lui confie des responsabilités plus importantes. Donc en fait, c'est juste que sur 1 an ou 2 ans, forcément, tu vas monter en responsabilité, tu vas avoir des réflexes, il y a des choses qui vont devenir innées pour toi, puis tu vas vouloir prendre d'autres projets, et c'est normal, parce que le temps le permet. Mais après, s'il y a de la confiance, et ça c'est vraiment un sujet important, être en confiance dans l'entreprise où on fait son stage, avec le tuteur de stage, et le dialogue il est hyper important. C'est ça qui fait un stage réussi, en fait. Ok. Et du coup, on a déjà répondu un peu à la question de... est-ce que le stage c'est un peu une fausse bonne idée et que c'est juste aller vers l'alternance? On a déjà répondu à cette question. Je pense qu'on est tous les 4 d'accord sur le fait que c'est plus quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire et qu'on n'a pas découvert les métiers, c'est peut-être plus simple d'aller d'abord sur un stage pour découvrir un petit peu le domaine dans lequel on aimerait bien travailler et tâtonner. Mais du coup, comment on se démarque? Parce que ça, c'est un autre sujet et c'est un gros sujet. Le secteur de la communication, en tout cas, Hugo et Léna sont d'accord avec moi. Moi, j'ai une nuance. Ouais, moi aussi, j'ai une c'est nuance. un métier qui a pas bouché, mais il y a beaucoup de demandes et par rapport au nombre d'offres. Et comment on se démarque justement dans un peu cette jungle là-dessus, quoi, pour trouver un bon stage, trouver une bonne alternance, etc. Je vous laisse répondre en premier. Alors, moi, je trouve que c'est bouché, mais en fait, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je vois beaucoup de gens, même sur les réseaux sociaux, qui disent n'allez pas en com, c'est bouché, 5 ans d'études pour rien, on paye pour rien, etc. Mais en fait, pour moi, c'est comme dans tout. Si tu ne te démarques pas dans tes secteurs, même en commerce, tu ne te démarques pas en commerce, tu vas nulle part. Enfin, tu peux trouver un CDI comme en com, tu peux trouver un CDI dans une entreprise. Mais pour moi, si tu veux vraiment réussir, je pense que c'est une question plus de réussite que de travail. Si tu veux réussir en com, faut se démarquer. Du coup, pour moi, se démarquer, c'est ce qu'on a fait, nous, Steph, de nos 2 ans d'études, donc le BDE, se lancer en freelance, essayer de partir à l'étranger, tout ça, des trucs qui font que ton CV a de la valeur. Et du coup, je suis totalement d'accord avec toi, et c'est ce que je me dis à chaque fois, parce que quand on regarde en soi, je pense que l'aspect bouché dont Lucas, tu voulais parler, c'était l'aspect que là, on est parti, nous, dans notre école, sur 5 ans d'études, avec donc 5 promos qui vont avoir le même diplôme que nous à la fin, dans 10 écoles en France, avec un nombre incalculable d'autres écoles et d'autres formations en communication. Donc c'est vrai qu'on peut avoir cette peur-là de se dire que quand on sort d'études, combien d'autres personnes ont le même diplôme que nous, mais au final, comme tu disais, c'est tout ce qu'on a fait durant nos études et qui ont fait qu'on s'est démarqué, en fait, qui va nous faire sortir du lot et qui va être bien, parce qu'en soi, avoir son diplôme, c'est une chose, mais avoir un profil différent des autres, c'en est une autre. C'est clair, et puis c'est bien pour ça que justement, quand on recrute quelqu'un, pas seulement en communication, mais beaucoup en communication, on va surtout se focaliser sur la personnalité. Parce que si c'est pour regarder le diplôme, effectivement, il y a plein de gens qui ont le même diplôme. Dans votre promo, théoriquement, vous êtes tous concurrents. Sauf qu'en vrai, vous n'avez pas le même ADN, pas la même personnalité, pas les mêmes envies, pas le même parcours. Et en fait, c'est ça qu'il faut être capable de revendiquer. Et les projets de Lucas sont pas ceux de Hugo, sont pas ceux de Léna, et heureusement. Et aujourd'hui, un recruteur, dans sa décision pour embaucher quelqu'un, même en stage, même un stage de 2 mois dit d'observation, il va regarder la personnalité. Et est-ce que cette personnalité-là, elle va matcher avec le reste de l'équipe, avec l'identité de l'entreprise? Et ça, c'est hyper important. Et la concurrence, elle existe
partout. Donc il faut pas se dire il y a beaucoup de concurrence donc je n'y vais pas. La concurrence elle existe partout. La preuve c'est que vous avez fait le choix de faire des études en communication, vous avez réussi à convaincre vos parents et donc le secteur de la communication qui serait bouché, moi ça fait 25 ans que je fais de la communication, ça fait 25 ans que j'entends ce discours-là et j'ai toujours trouvé facilement des jobs. J'ai dû convaincre mes parents à l'époque aussi de faire une école privée de communication. On me dit ouais c'est bouché, je dis non, il y a un taux d'emploi etc. Simplement il faut savoir qui on est et ce qu'on a envie de faire et puis surtout j'aime bien ce proverbe africain qui dit la nature t'a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que tu ne parles. Et un bon communicant, celui qui saura faire la différence, c'est celui qui regarde ce qui se passe autour de lui, qui écoute, qui va à des concerts, qui regarde des séries, qui parle avec les gens, qui est ouvert, curieux. Tout ce que vous faites, ça vous ouvre sur le monde, en fait, ça vous fait rencontrer des gens, ça déclenche des opportunités. Et en fait, c'est ça qui fait que vous aurez le choix entre différentes opportunités. Moi, je fais le pari parce que vous déclenchez des opportunités. Et oui, il y a de la concurrence, et bah tant mieux. Parce que à vaincre sans peine, on triomphe sans gloire. Donc, sinon, ce serait pas drôle. Des proverbes. Que des belles choses. Ouais, je suis très véridique. Oui, de ce point de vue-là, c'est vrai que vous m'avez donné tort, pas de souci, j'accepte. Mais non, mais je suis d'accord, mais du coup, il y a plein de gens qui essayent de faire la même chose, qui se démarquent, etc. Mais je pense qu'il faut, quand on rentre dans ce milieu-là, faut pas être passionné, mais il faut vraiment aimer être dans ce milieu de la communication, parce que comme on l'a dit, c'est via des projets autres que les cours. Enfin, moi, c'est ce que je répète souvent quand je suis aussi ambassadeur à l'EFAP et que je le répète, avoir une année en communication, je pense pas que ce soit très compliqué, mais c'est se démarquer et trouver la meilleure façon de montrer qui on est et de se démarquer pour trouver les meilleurs stages et les meilleures opportunités pour nous. Je pense que c'est ça qui est le plus dur. Mais ouais, mais il faut pas forcément chercher à se démarquer, il faut juste savoir qui on est, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, encore une fois, parce que toi, ce que tu aimes et ce que tu recherches, ce que tu kiffes, c'est pas la même chose que chacun d'entre vous. Et se démarquer, oui, ok, mais ce que tu as d'unique, ce qui fait ce qu'on appelle ta singularité, c'est ta personnalité. Et pour moi, le vrai sujet, c'est pas tellement se démarquer, c'est savoir bien se connaître. Ok. Si je sais comment je fonctionne, ce que j'aime pas et que j'ose le dire, eh ben il y a effectivement des entreprises que ça va pas intéresser, il vaut mieux le savoir très vite, ça évite des désillusions. Et puis par contre, si on dit moi ce que j'aime, moi j'ai besoin, et tu me l'avais dit dès le premier jour, je me souviens très bien, moi j'étais très investie dans le média, je veux être sur le terrain, je veux que ça bouge, je veux être sur plein de projets en même temps, etc. Ça c'est hyper intéressant pour un recruteur. Et il y a certainement des gens qui pensent comme toi, qui disent comme toi, mais ils n'auront pas la même personnalité, pas le même parcours de vie. Okay, et c'est ça qui compte. Ouais, carrément. Ok, c'est au moins maintenant les auditeurs savent comment se démarquer pour trouver un stage ou une alternance. Mais du coup, comment on met en valeur ça ? Comment on met en valeur tous ces projets ? Il y a certes LinkedIn, etc. Mais évidemment, c'est un grand sujet. Quelqu'un ici adore LinkedIn. Même beaucoup de gens adorent LinkedIn. mais comment on le met en avant ? Parce que actuellement, quand on va rechercher un poste ou autre, ça va être CV, lettre de motivation. Mais comment on montre qu'on est différent à part LinkedIn ? Vous avez un avis sur le sujet ? Moi, j'ai un petit avis parce que c'est un truc que j'avais tenté. Bon, ça n'a pas abouti parce qu'au final, j'ai eu la flemme. Mais tu as tenté. Voilà, j'ai tenté. Moi, je sais que, par exemple, pour certaines entreprises, ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller faire des choses qui vont les marquer et qui vont faire en sorte de nous correspondre à nous et de leur correspondre à eux. Par exemple, moi, je sais que je voulais faire un CV qui était hyper personnalisé. Moi, je suis à côté, je mixe un peu. Ouais, je suis un peu comme ça. Et donc, je voulais faire un CV personnalisé sur un peu la page de Spotify. Et donc, avec des musiques, des trucs. Et en fait, ça permettait de montrer aussi qui j'étais. Et c'était, par exemple, avec le projet de postuler donc, chez Spotify. Ce qui aurait été un peu en corrélation et qui est vraiment hyper intéressant. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, qui font des CV qui sont personnalisés et qui leur correspondent. Donc, ça rajoute un petit plus qui change, quoi. En fait, il faut les choquer, comme on dit. Ouais,
Ouais, moi, ça rejoint LinkedIn. J'aime beaucoup LinkedIn. C'est un peu mon truc. Il y a 2 personnes qui aiment LinkedIn. Moi, j'adore LinkedIn. Moi, qu'est-ce que j'aime pas LinkedIn. Moi, j'adore. En fait, De toute façon, pour le podcast, c'est moi qui. Je me suis dit, c'était la seule. De toute façon, il y avait 0 concurrence. C'est dire, ouais, je peux faire les posts LinkedIn. Ah ouais, vas-y, fais. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je fais. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Là, c'est la preuve, c'est que ça m'a ouvert une opportunité de stage. Je démarche à fond dans les messages. En fait, je te demande, tous les gens qui travaillent dans les entreprises où je suis intéressée en com, marketing, event, j'envoie à tout le monde et je fais des messages personnalisés à chacun pour tout le monde. Je recherche un stage de telle période à telle période. Je peux vous envoyer mon CV, il n'y a pas de souci. Ou si vous avez des contacts, je les veux bien. Enfin, vraiment au culot. Et pour moi, il n'y a que ça qui marche, c'est le culot. C'est vrai. Vraiment. Ouais, le culot, puis le plaisir aussi. Parce que tu vois, j'étais en atelier LinkedIn cet après-midi avec des étudiants de 3e année et je leur disais, mais est-ce que vous êtes capable de me dire par quelle entreprise vous adoreriez être contacté ? Et si ça, vous l'avez en tête, à ce moment-là, vous savez qui vous allez demander en contact, etc. Mais il y a les réseaux sociaux, puis il y a la vraie vie aussi. Et pour se démarquer, je pense que là aussi, il faut être à l'écoute. Si tu kiffes Spotify, tu sauras trouver les mots, tu sauras comment aller les titiller un peu, être un peu dérangeant. Et ce qui marche hyper bien pour décrocher un stage ou une alternance, c'est de pas arriver comme juste un candidat qui vient avec son CV, sa lettre de motivation, mais de dire « Alors, j'ai regardé ce que vous faisiez, et moi j'ai un petit avis sur le sujet, voilà ce que vous faites bien, et là, il y a 2-3 choses que vous faites. Moi, si j'étais chez vous, je le ferais différemment. » Et ça, les entreprises, elles adorent qu'on vienne un peu leur mettre un caillou dans la chaussure, un truc désagréable. Et j'ai encore eu l'exemple dans une autre école, à Brassard. Il y a un étudiant qui a eu 3 opportunités de stage déclenchées en un après-midi parce qu'il leur a dit « Ouais, ton jeu, là, pourquoi t'as fait ça comme ça? Mais moi, j'aurais fait différemment. » Ah ouais, vas-y, explique. Et paf. Et il est allé, alors, au culot, je sais pas, mais en tout cas... la parole libre. C'est ça. Ouais. Et ils ont adoré parce qu'ils ont dit il est pas en train de nous servir la soupe. Il est différent, il a osé nous dire des choses et ça marche vraiment bien. Vraiment. Moi je sais que j'aime pas. Alors pourquoi j'aime pas LinkedIn? C'est que je trouve ça un peu faux et c'est j'ai un peu ce stéréotype là de me dire que LinkedIn c'est un peu le réseau un peu fake, on va tous se mettre en valeur avec des... En fait, après, j'ai trouvé ça moins naturel avec le chat GPT, où c'est cher réseau. Ou maintenant, c'est plus le cher réseau, maintenant c'est... exemple là... Starter Pack. Ouais. Starter Pack. Qu'est-ce qu'il y a eu encore une nuit inoubliable ou un projet de grande envergure. Alors qu'en fait, ils ont juste fait un projet de groupe, etc. Et je suis en mode, ça se voit que c'est ChatGPT. Ouais. Et en fait, moi, avec mes amis, on en rigole parce que je le fais parce que faut que je me mette en valeur aussi, parce que c'est toujours important et que maintenant les gens vont le voir. Mais je préfère tellement, et toutes les opportunités que j'ai pu avoir, c'est pas du tout grâce à LinkedIn. C'est parce que je suis allé les voir, parce que j'avais une possibilité de faire un partenariat avec eux, ou parce que j'étais en bénévole avec eux. J'y suis allé. Je suis juste allé devant eux, je leur ai parlé. Dès qu'il y avait des job dating, j'y suis allé. Dès qu'il y avait des rencontres avec des gens de la communication, comme le Place de la Communication, c'est bien ça, où je suis allé une fois, derrière, et c'est comme ça que je me suis fait des contacts, c'est comme ça que maintenant je peux décrocher des alternances, et je trouve ça toujours plus viable et mieux. Mais parce que ça te ressemble. Ouais. Parce que toi, t'es vraiment dans le contact humain et si c'est ça qui te ressemble, vas-y, fais-le. Par contre, LinkedIn, ça rend visible les liens invisibles. C'est-à-dire que Léna, elle va peut-être se rendre compte qu'avec le patron de la communication corporate de Lamborghini, ils se sont jamais rencontrés, ils se connaissent pas, mais en fait, en regardant sur LinkedIn, ils vont se rendre compte qu'ils ont 10 personnes en connaissance commune. Je dis, ah mais mince, en fait, et si cette personne-là, dans les 10, je la connais bien, je vais aller lui parler du mec de Lamborghini et peut-être qu'il va me donner 2-3 détails ou informations qui font que je vais être une candidate différente. Et voilà, et tout ne se joue pas sur LinkedIn, parce que si tu joues tout sur LinkedIn, tu te trompes de vie, en fait. La vraie vie, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, elle est ailleurs. Par contre, ça peut permettre de faire savoir un peu plus et de déclencher des opportunités que tu n'aurais peut-être pas eu en étant juste sur le physique. Tu vois, c'est vraiment figital. Il y a les réseaux sociaux, mais effectivement, il ne faut pas oublier que là, avec l'IA, il y a, je crois qu'on est à 60% de contenu qui est rédigé par l'IA. Ah ouais. Donc le vrai sujet, ok, on en joue.
y a du contenu qui est posté par l'IA, donc comment on va hacker l'IA ? Qu'est-ce que je peux dire que l'IA ne saurait pas dire à ma place ? C'est ça. Ouais. Et c'est là, c'est la sincérité en fait, parce que si tu commences à faire du cher réseau, déjà cher réseau au secours, je fuis. Ouais. Ah, moi, c'est ça. Ça n'a aucun intérêt. Moi, je vais scroller. Je oui, vois cher mais- réseau ou vous voulez trouver votre prochaine stagiaire ? Ouais. Après, tu vois, En fait, moi, ces personnes-là, elles le font parce que tout le monde le fait. Puis je trouve ça exaspérant parce que je me dis, mais tu te démarques pas en faisant ça. Ouais, mais tu vois, moi, ce que tu disais, tu préfères voir les gens en personne et tout. Le truc, Ouais. c'est que quand tu veux travailler dans un autre pays, tu es obligé de faire ça. Tu sais ce que je veux dire ? Pour Oui. moi, c'est mon cas. Je peux pas aller faire une Canada. semaine au Canada pour aller aller voir des ouais, gens. Ça serait extrêmement Et beau, hein. J'aimerais, j'ai plus d'argent à cause de l'Erasmus, donc là c'est catastrophique. Mais si je l'avais l'occasion, j'irais. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué et c'est pour ça que c'est quand même très utile d'avoir des relations à l'étranger après, plus tard, tu vois. Mais je te rejoins sur la partie de l'IA sur LinkedIn. Moi, je sais que j'essaie de rédiger le moins possible de mes posts à l'IA. Parce qu'en fait, souvent, quand il se passe des trucs et qu'on fait des événements, par exemple, quand on est invité à des événements, j'essaie de, genre, sur le trajet, rédiger mon post LinkedIn, mais de tête. Et en fait, l'IA, j'utilise juste pour corriger mes fautes parce que j'ai un gros problème de faute d'orthographe. Mais sinon, en fait, ça permet même d'être plus, je trouve, fier de son contenu et d'être plus sincère. Parce qu'en soi, l'IA pourra jamais retranscrire totalement ce que nous on a ressenti, parce qu'en soi, on lui explique juste Bien sûr. ce qu'on a Oui. fait, quoi. Tu vois, encore un exemple où aussi même maintenant les posts sont devenus prévisibles. En tout cas, dans mon entourage, je sais que, je vais prendre l'exemple, et je suis désolé pour ceux qui l'ont fait, pardon, mais c'est la nuit de la crise. Oh, j'en ai vu 14 000, tous les mêmes. Et en fait, C'est vrai. la nuit de la crise, C'est de ma faute. C'est un peu de ma faute. pour ceux qui connaissent pas la nuit de la crise, qui sont pas de l'EFAP, 100% crise. 100% crise. 100% crise. C'est un événement qui est organisé par l'EFAP pour de la communication de crise. On nous met en situation d'une vraie crise qui peut arriver et on doit faire une communication dessus. Voilà, je vous passe tous les détails. On savait très bien le lendemain qu'il y allait avoir 800 000 posts sur la nuit de la crise. On le savait. Enfin, avec des potes, on se disait, bon, on est sûr et certain qu'on va recevoir encore 300 notifs avec les mêmes posts, les mêmes... J'ai passé une nuit formidable, ou des trucs comme ça. Et quand je les ai vus, j'ai fait, mais c'est pas possible. T'es énervé parce que t'as pas gagné ? Oui. Et c'est pas... Non, mais c'est pas ça. C'est que bah, j'aurais clairement pu aussi en faire un, tu vois. Mais j'en ai pas fait un d'ailleurs. Mais je trouve que c'est redondant. Par exemple, là, dans moins d'un mois, on a les Big Battle. Ah, sûr et certain, on va en avoir 36 000. Et encore, parce que je suis sûr que vous avez un petit message en plus. Tu sais, Lucas, si ça te saoule, c'est peut-être parce que dans tes contacts LinkedIn, t'as essentiellement les gens de ta promo. Ouais. Non, j'ai pas Et que c'est ça. là où est l'erreur Non, stratégique. j'ai pas que ça justement, j'ai d'autres gens qui publient autre chose, mais un post sur 2 ou un post sur 3, je sais que en fait ça va être quelque chose qui va être redondant et même dans l'actualité, je sais que ça va reparler. Un nouveau truc dans la com, un nouvel événement dans la communication, 800 qui vont en parler. En fait, je trouve qu'il y a de moins en moins de posts qui sont Sincère. qui sont sincères, mais qui sont aussi qui sont différenciants. On Oui, se mais différencie moins Ça sur dépend qui tu sur suis. Hein. LinkedIn. Moi, je suis des gens qui m'apportent beaucoup de trucs sur l'actualité, par exemple, les nouveaux trucs de marque, ce que les nouvelles marques ont fait, Bah moi aussi, des trucs que tu je vois. ne vois pas, tu vois, quand je suis sur Insta ou quoi. Et je sais pas, j'ai l'impression que tu vois, genre, il y a moins de créativité sur LinkedIn. Ça C'est dépend ça qui qui tu me- suis. Hein. Ouais, ça dépend vraiment Ça, qui dé- tu Ah ça ouais. dé- Vraiment ça qui tu suis. dépend vraiment qui tu suis et qui tu as en contact, c'est dans ta communauté. Après, on n'est pas en train de faire un podcast Oui. sur LinkedIn, Oui, hein, on pourrait. vraiment. hein. Ouais, on pourrait. Ouais. on pourrait. Mais tu peux aussi peut-être te dire que si les gens en parlent, c'est que pour eux, ça a été très chamboulant, il y a eu de l'émotion, il y a eu du stress, il y a eu de la tension, on n'a pas beaucoup dormi. Dans la vie d'équipe, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Il y a eu de l'émotion et à un moment donné, on a envie de la partager. Et comme c'est une émotion dans un cadre professionnel, on peut la partager sur LinkedIn. Je suis pas dupe, hein, je sais bien que tout le monde n'est pas sincère en faisant ce post, mais après il y a aussi le fait que moi j'ai lancé un challenge LinkedIn et qu'il faut faire des publications. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais il peut y avoir vraiment de la sincérité sur LinkedIn. Je te donne un exemple. Quand j'étais indépendante moi pendant 3 ans. Je faisais du conseil en réseautage professionnel et tous les jeudis je faisais une vidéo faite à la maison, j'avais aucun moyen, je faisais avec mon smartphone et tous les jeudis je faisais une vidéo. Il y a plein de gens qui me suivaient. Alors j'ai des gens qui ont voulu me vendre des solutions pour faire de l'audiovisuel, etc. Mais je leur ai dit mais non,
Mon métier, c'est pas de faire de la vidéo, etc. Mon métier, j'adore partager avec les gens, leur donner des tips. Et il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça tu donnes tous tes trucs et tes astuces, ça va pas te rapporter de business. Je dis, mais moi, je suis comme ça. J'aime partager avec les gens. Et puis ma vraie valeur ajoutée, elle n'est pas de donner des tips, elle est d'apporter vraiment du conseil, etc. Et je pense que si ça a marché, c'est aussi parce que je l'ai fait de manière sincère. Donc si toi, tu ne te sens pas sincère sur LinkedIn ou sur un autre réseau social, t'as raison, on ne le fait pas. Mais il y a peut-être des gens qui vont aller proposer des opportunités à des étudiants qui sont peut-être moins sincères sur LinkedIn, mais qui sont rendus visibles. Il faut trouver le bon équilibre après, pour peut-être toi. parce que j'ai peut-être pris au début LinkedIn comme une contrainte et un devoir, que de me dire, et c'est pour ça que là, c'est ce que je voyais, c'est pour ça que là j'ai reposté quelque chose, je me suis dit, juste montrer ce que je fais et pas commencer à juste faire, j'ai fait un projet à l'EFAP, et c'est même pendant 2 jours là, de toute façon je suis obligé parce que dans 2 jours on doit se voir pour ça, mais j'ai jamais exigé de faire des posts. Ah non, du tout, j'ai conseillé, mais c'est pas une obligation. Je sais, mais en même temps je me suis dit même moi aussi, parce que et de toute façon ça reste dans ce sujet là, il faut travailler son image de marque pour pouvoir se démarquer. Mais tu l'as ton image de marque, simplement, et si tu laissais non, et si tu laissais les gens qui te connaissent parler de toi, tu vois, ça serait aussi une manière d'être sincère et puis d'être crédible, parce que c'est pas toi qui le dis, c'est les gens qui te connaissent. Tu vois, ça peut être aussi ça, la manière d'être présent. Il s'agit pas d'occuper l'espace pour occuper l'espace, parce que dans ce cas-là, c'est pas utile. Non, et puis c'est une perte de temps, quoi. Si, ouais. Puis ça fait envie à personne. Enfin. Non, c'est ça. Ok. Ultra intéressant ce petit moment LinkedIn. Comment... Exact. On va rebondir sur une chose. Donc là, on a passé toute la partie de la recherche. On a trouvé un stage qui nous convient parce qu'on a réussi à se démarquer. Il y a les différentes façons qu'on a parlé, CV, LinkedIn, se montrer. On arrive pendant le stage, ça se passe mal. Ouais. La descente aux enfers. Je pense qu'on n'a jamais eu ici. Je sais pas, Lucas, toi. On m'a vendu du rêve, mais ça s'est pas mal passé. Mais c'est pas en mode mauvais, t'as dû arrêter, non. Parce que nous, on a des gens de notre promo qui ont dû... qui se sont fait virer. Je pense que vous avez des anecdotes. Je pense que vous avez des anecdotes sympas, un peu croustillantes. mais du coup, comment on surmonte ça, et comment... Parce que en fait, on se rend compte que les postes qui nous ont... dont on nous a vendu n'est pas le vrai poste. Comment on surmonte un peu ça, ce sujet-là? Alors déjà, pour un stage qui se passe mal, il faut dire qu'il y a au moins 25 stages qui se passent très très bien. Mais ça peut arriver. Mais pour que ça se passe mal, il faut être 2 en fait. Souvent, je parlais de confiance tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu de confiance, ou que le discours qui était tenu au moment du recrutement, il n'était pas sincère. Alors, peut-être du côté de l'entreprise, peut-être du côté du candidat, peut-être un peu des 2 aussi, mais c'est comme une histoire d'amour en fait. Quand ça se passe mal, il n'y en a jamais un qui a tout bon et l'autre qui a tout faux. Voilà, c'est un mélange. Et oui, moi ça fait 4 ans que je fais ce métier. J'ai vu pas mal de cas de figure, mais des interruptions de stage, parce que oui, un stage qui se passe pas bien, faut jamais hésiter à l'arrêter, en fait. Et c'est là où on voit vraiment, c'est là où l'école elle a vraiment un rôle à jouer. C'est dans l'accompagnement. Parce que quand tout se passe bien, ok, c'est facile d'être là quand tout se passe bien. Par contre, c'est quand ça commence à y avoir du grabuge, où là, l'école elle a vraiment un rôle à jouer. On va faire de la médiation. On va rappeler ses droits et ses devoirs peut-être au stagiaire qui a cru que c'était un peu les vacances d'être en entreprise. On va rappeler ses droits et ses devoirs au tuteur ou au dirigeant de l'entreprise, parce qu'il a peut-être cru que le stagiaire c'était une petite main-d'œuvre gratuite, pas chère, ou alors qui lui fait faire le travail d'un collaborateur. On a vraiment tous les cas de figure. Voilà, et j'en ai encore eu ce matin des craquages de stage. Je pense que je dois en avoir un par semaine, mais je m'occupe de près de 600 étudiants. Donc, voilà. Je sais pas, c'est quoi la question? C'était comment on surmonte justement ce côté-là, parce que, comme vous l'avez dit,
on a peut-être pas, des fois on se dit non, je peux pas arrêter mon stage. Je vais planter mon année. Je vais planter mon année, mon année va pas être validée. Enfin, je sais que ma sœur au début c'était ça, c'est que elle voulait pas vous en parler par exemple, qui au début ça s'est mal passé au début. Elle voulait pas vous en parler. Et moi je l'ai forcé à lui dire non, on va en parler avec lui. Bah merci pour ça. Parce qu'effectivement le premier sujet, quand on voit qu'un stage se déroule dans des conditions, on se dit mais est-ce que c'est normal ? Et ça c'est le premier signal d'alerte. Et là, dès le premier signal d'alerte, en fait, il faut appeler son école. Et la première chose, c'est dire les choses. Il y a 2 interlocuteurs quand on est en stage. Ça va être le tuteur pour la partie entreprise, et puis ça peut être la personne qui est chargée de relations entreprises, où il y a différents intitulés de postes qui existent, et se dire est-ce qu'on peut se parler ? Voilà ce que j'aime dans ce que je fais et voilà ce que j'aime pas. Ou voilà les questions que j'ai, ou alors je suis pas d'accord avec ça. Ou dans ma convention de stage, voilà ce qui est marqué et voilà ce que je fais. En fait, ça colle pas à la réalité. Il faut en parler. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais venir en parler à son école, l'école, elle a forcément intérêt à ce que le stage se passe bien. Bah oui. Parce que sinon, ceux qui ont payé l'année d'études, ils seront pas contents. Ils n'ont pas payé pour que le stage se passe mal et ils auront raison. Et c'est normal. Il faut prendre du plaisir dans son stage, il faut que ce soit apprenant. Donc, quand on voit que ça... Est-ce que c'est normal que ça se passe dans ces conditions ? Est-ce que c'est normal qu'il me parle comme ça ? Ou que je fasse ce genre d'horaire, etc. Est-ce que c'est normal que pour faire de l'événementiel, je fasse un inventaire dans un entrepôt, sans chaussures de sécurité ? Non, c'est pas normal. Et d'en parler à son école, nous, on roule pour l'étudiant. On est un peu comme un avocat. Et donc, notre intérêt, c'est que le stage se passe bien. Et on va des fois donner des conseils aux étudiants quand ça se passe mal. Et le premier conseil, c'est vous avez bien fait de nous en parler, parce que si on n'est pas alerté, on ne peut pas venir défendre vos intérêts auprès de l'entreprise. Et puis après, il faut en parler au tuteur. Et franchement, dans 80% des cas, la situation qui était malaisante, elle se règle par le dialogue. Et les 20% où ça se passe mal, c'est à nous de monter au créneau auprès de l'entreprise, de rappeler un tuteur indélicat que non, un stagiaire, sous prétexte qu'il va faire du community management, non, il va pas servir les clients en salle dans un restaurant pour collecter du verbatim, pour faire des posts sur Instagram. Non, il va pas faire les frites pour connaître la vie d'un vrai collaborateur. Ça, c'est pas possible. En fait, ça, c'est interdit, c'est illégal. Faire l'inventaire dans un entrepôt d'événementiel sans chaussures de sécurité tous les jours, c'est pas ce qui était marqué sur la convention, c'est pas possible. Donc en parler à l'école, en parler à son tuteur et faire savoir. Et c'est l'avantage qui est différent dans les jobs d'été ou les jobs étudiants, c'est que là on a l'école, on est accompagné, parce que c'est vrai que moi c'est pareil, quand j'ai fait des jobs soit serveuse ou vendeuse, je me dis mais c'est vraiment ça ? C'est ça le truc ? Et en fait on a reparlé avec d'autres étudiants qui ont fait serveur ou vente, ils m'ont dit mais pas du tout. Donc en fait c'était que l'entreprise qui était compliquée. Oui. Et c'est vrai que du coup j'aurais bien aimé me dire que j'ai quelqu'un qui peut m'aider à gérer ça, en fait. Parce que là c'est différent, c'est un contrat en CDD voire CDI, donc c'est encore différent, donc c'est vrai que c'est hyper bien d'en parler, quoi. Vraiment c'est important. Ouais, en parler, puis il faut pas oublier que l'école, en tout cas je vais parler pour les FAP, nous on a un devoir de confidentialité. Donc ce que nous dit l'étudiant quand il nous appelle et qu'il nous dit que ça va pas, on n'a pas vocation à le répéter à l'entreprise. Par contre, ça nous permet d'être alertés aussi sur les conditions d'accueil d'un stagiaire, parce que s'il y a un stagiaire aujourd'hui, il y en aura peut-être 10 dans les années à venir. Donc il faut avoir ça en tête. Donc nous, ça nous permet d'avoir une vigilance peut-être sur certaines entreprises, sur leurs pratiques. Et puis, ça permet à l'étudiant qui ne se sent pas bien dans son stage déjà de vider son sac. De se dire, c'est pas moi qui deviens dingue, c'est pas moi qui vois mal les choses, oui c'est normal, et ça me fait du bien d'en parler. Donc déjà ça redescend un peu la pression, et après c'est là où on mesure le vrai rôle d'une école, c'est est-ce que l'école, elle se bat pour que l'étudiant il fasse bien son stage ou pas, et puis si ça se passe pas bien, ou s'il y a la santé qui est engagée, pour nous c'est vraiment la priorité, on arrête le stage. Et l'accompagnement d'une école qui fait bien son job, c'est d'accompagner l'étudiant pour retrouver un autre stage. Il va se sentir bien, parce que pour moi, il n'y a rien de pire qu'un étudiant qui se sent tellement mal dans son stage qu'il pense qu'il fait de la merde, qu'il vaut rien, qu'il fait du mauvais boulot, qu'il s'est trompé, que finalement, en fait, la com, c'est pas du tout son truc.
Non, c'était peut-être juste que c'était pas la bonne entreprise pour le bon étudiant à ce moment-là. Et ça, le meilleur moyen, c'est vraiment d'en parler. Donc, quand ça se passe mal, on en parle à son école, et puis après, on va voir son tuteur, on lui dit les choses. Soit il l'entend, et on se met d'accord sur la nouvelle manière de fonctionner, soit il l'entend pas, et dans ce cas-là, on arrête, et puis on retourne à notre stage. Et franchement, la plupart des étudiants qui ont craqué un stage et qui en ont retrouvé un autre derrière, ils se sont dit ce deuxième stage, il est génial. Si le premier stage j'avais pas craqué, j'aurais jamais vécu cette opportunité de dingue. C'est ça. Mais surtout, ça veut pas dire qu'il faut partir systématiquement. Non, mais moi j'ai envie de rajouter un truc pour les gens, peut-être les étudiants en communication qui nous regardent, et si même des entreprises. Un stagiaire n'est pas un pro. Un stagiaire n'est pas le plus fort et le meilleur communicant de la Terre. Bon, des fois si. Des fois si, peut-être, mais ça peut arriver. Mais si vous avez des besoins en communication et que c'est quelque chose qui a besoin d'un pro, ne demandez pas à un stagiaire. Parce que le stagiaire, en fait, il est là pour apprendre. Et moi, je sais que je l'ai découvert seulement à partir de mon 3e stage, où j'ai vraiment eu la position de stagiaire. Où littéralement, on m'a formé et on m'a éduqué, on m'a aidé sur le métier de la com interne, sur ce cas-là, et sur la communication, sur de l'événementiel, sur de la charte graphique. Enfin, c'est dit, mais en fait, c'est la première fois où j'ai un vrai stage où je suis pas amené à moi-même et à agir comme un pro. Et donc, il faut vraiment prendre ça en compte aussi, c'est que faites attention aussi quand vous allez avoir une offre de stage, vous allez discuter avec la personne. Si vous vais tout seul en communication et que la personne qui est votre tuteur ou tutrice n'a aucune connaissance en com, je vais pas dire fuyez. C'est pas ça. Ça sent le vécu. C'est que ça sent le vécu. Oui, ça sent énormément le vécu. C'est que attendez-vous à que on va vous considérer comme un pro et que il va falloir avoir cette posture-là et l'intégrer. Moi, je l'ai intégré trop tard. Que en fait, il fallait que j'agisse comme un pro et pas comme un stagiaire. Et c'est deux façons de faire différentes. C'est formateur aussi les deux. Ça peut très bien se passer. C'est pas ce que je veux dire. C'est que c'est à prendre en compte quand on va rechercher un stage. C'est que certaines entreprises ou personnes vont vouloir un pro et vont pas le dire réellement, mais ils vont le laisser penser. Au d'un moment, on commence à le voir avec le temps, mais au début, on peut être vite surpris, donc il faut vraiment faire attention à ça. Mais tu vois, tu posais la question tout à l'heure de comment faire pour que ça se passe bien. Enfin, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Pour moi, c'est avant le stage. En fait, c'est au moment des entretiens, être capable de poser les bonnes questions. Si pour toi, le fait d'être accompagné est vraiment important, pose la question. Parce qu'il y a certains étudiants, eux, ils ont envie d'être en autonomie, ils ont envie d'être considérés comme des pros, ils vont tout faire pour. Et c'est ça qui leur convient. Il y a d'autres étudiants, parce que leur personnalité est différente, ils ont besoin d'être plus dans l'accompagnement, dans la bienveillance, dans la rondeur, etc. D'où l'importance aussi de poser des bonnes questions, en tout cas des questions vraiment intéressantes au moment de l'entretien, et pas les questions qu'on voit dans les articles à longueur d'internet, etc. Les qualités, les défauts. Le vrai sujet, c'est pas ça, c'est moi en fait, comment j'ai envie qu'on me manage. Mon tuteur idéal, il serait plutôt quoi, hyper directif, hyper accompagnant. Est-ce qu'il y a d'autres communicants dans l'équipe ou est-ce que je serai le seul? Si pour toi c'est un vrai sujet, pour moi c'est un vrai sujet dans le sens où je suis stagiaire, j'arrive dans une entreprise, j'ai besoin de me familiariser au code de l'entreprise dans sa communication. Parce que si derrière j'arrive dans une entreprise, il n'y a pas de brand book. Il n'y a pas de... Pas de quoi ? De brand book. De brand book. Enfin, tout ce qui est livre blanc, tout ce qui va être genre juste le ton de la marque, comment on communique dessus, si elle a des couleurs précises ou pas. Et je dois poser 36 000 personnes à la personne qui est le gérant, par exemple, quand c'est une petite structure. Je mais je vais avancer moins vite ou je vais devoir en fait faire le travail d'un professionnel qui des fois peut prendre plus de temps qu'un stage et on va me demander autant et donc je vais être en mode mais et c'est pour ça que je pense que c'est toujours bon en même temps, même pour les premiers stages, d'avoir au moins quelqu'un qui a déjà, même si c'est seulement l'internat ou quelqu'un qui a justement ce côté déjà avoir de l'expérience dans ce domaine-là pour justement aider le stagiaire
première ou deuxième année. Troisième année, ça commence à aller un peu mieux, mais pour se familiariser à ce que c'est, parce que quand on est en cours en communication et quand on est en entreprise, c'est très différent. Et même si les écoles commencent de plus en plus à mettre en place des cours ou des battles ou autres pour justement avoir plus ce côté professionnalisant, ça reste vraiment un monde. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui nous aide sur cette transition-là, en tout cas pour les premières, deuxième année, je trouve ça plus intéressant. Tu es d'accord avec Lucas ? Oui. En fait... Non, oui. Non, en vrai, je suis d'accord. En fait, parce que ça me faisait penser au fait que je trouve que la deuxième partie, qui est beaucoup plus en mode on travaille comme un pro, moi je vois vraiment ça souvent avec. Après, en vrai, non, c'est pas réel, mais genre, avec souvent des petites structures qui ont pas forcément les moyens, par exemple. Enfin, je vois ça vraiment comme le stage de première année, en fait. C'est vraiment genre le truc de stage de première année où t'arrives dans une petite structure. Enfin, moi, je l'ai pas vécu, mais je sais qu'il y en a, toi non plus, mais je sais qu'il y en a qui l'ont vécu. D'arriver dans juste une. Com, donc voilà, tout le monde faisait c'est une agence de com, donc. Mais il y en a qui arrivent dans une petite structure, qui ont pas forcément, comme tu disais, l'argent de se payer un professionnel, et en fait, tu fais juste le travail d'un freelance à ta manière sans avoir. Parce que quand t'es en freelance, c'est à la limite ok, alors que. Encore, moi des fois on me dit oui c'est pas ça que je voulais, c'est pas très pro, alors que j'ai quoi, 1 an, même pas 2 ans on va dire, maintenant ça va, mais au début je m'en prenais quand même plein la tronche, alors que des fois on me donnait pas les deadlines, on me donnait pas les supports. Mais ça fait partie, ça fait partie des choses qu'on apprend avec le temps. C'est ça. En ayant vécu des stages, on en parlait tout à l'heure, de se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, pour que je sache bien faire mon travail. Ouais. Même si le travail que je fais cette année, il est différent de celui que je faisais l'année dernière ou il y a 2 ans, voilà, je sais que j'ai besoin de certains éléments pour bien faire mon travail. J'ai besoin d'être dans un certain type d'équipe pour bien faire mon travail. Et c'est là où poser des questions en entretien, c'est pas juste arriver parce qu'il faut avoir des questions, il faut préparer sa liste de questions à poser en entretien. C'est est-ce que tous les éléments qui font que je me sentirais bien dans ce stage, ils sont réunis. C'est clair. Et là, on pose la question. Mais après, c'est vrai que il y a plein d'entreprises où il y a une seule personne qui gère la communication. Il y a plein d'entreprises où la seule personne qui va faire de la communication, ça va être le stagiaire. Pour moi, ça, c'est pas un cas que je recommande pour des stages de première et deuxième année où on se retrouve le seul communicant. Parce que, ok, on va être très responsabilisé, mais c'est trop lourd à porter pour un étudiant qui est en train d'apprendre. Il a besoin d'être avec quelqu'un qui va lui donner des conseils, qui va l'aider à grandir. Et quelqu'un qui n'a pas fait de la communication, même s'il est bienveillant, attentionné, etc., n'aura pas les réflexes qu'aura un communicant. Donc pour moi, on peut être tout seul à faire de la communication dans une entreprise où on est en stage, mais peut-être à partir de la 3e année. Parce qu'on on y voit un peu plus clair sur la manière dont on fonctionne. On s'est vu réussir certaines choses. On sait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on n'aime pas faire, et on le revendique. Et puis, on a peut-être aussi envie de commencer à voler de ses propres ailes, être un peu plus autonome. Alors qu'en première, deuxième année, on découvre, on teste. C'est ça, c'est ça. On a tellement de meilleure vision de la communication en 3e année parce qu'on a vu, déjà on a fait 2 stages, on a vu 2 ans entiers de travail. En groupe. Voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Et puis, autre ça, tu grandis. Tu apprends en maturité, en assurance que tu peux ne peut-être pas avoir en première et deuxième année, et puis même ça fait longtemps que tu es dans ce milieu-là. Moi je sais que tu vois, prends l'exemple, encore une fois, désolé Soline, mais parallèle, elle avait, c'était pour les cours où moi je l'ai boosté, c'est parce qu'elle était en mode, ouais mais certains ils ont plus de compétences que moi parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans ce domaine-là, donc je vais me faire toute petite parce que je prends pas l'assurance, tu vois. Alors et en fait, non, il faut y aller. Alors que justement non, je lui dis non, faut que tu te boostes, pour que tu te mettes en avant, pour que les gens pensent comme, pas pensent comme toi, mais sachent ce que tu penses et sachent tes idées. Et c'est pareil pour les stages ou autres, tu vois. Donc je me dis, ouais, c'est vrai que première et deuxième année, t'es tout timide, tu connais pas trop le monde de la communication, ou tu découvres aussi, tu te dis, je suis pas légitime pour donner mes idées parce que tu débutes. Et derrière, t'arrives plus en 3e ou 4e année, tu te dis, là j'ai fait longtemps, je suis pas de la bouteille, mais ça fait longtemps que je peux affirmer mes idées, et je peux me dire que mes idées ne valent pas rien, et je peux quand même les dire, etc. Je suis totalement d'accord. Et la dernière question que j'ai à vous poser, c'est
évidemment, il y a des grands changements en ce moment dans la communication avec l'IA. Voilà, c'est un grand sujet. Mais comment on voit du coup ce métier, parce que le grand sujet, c'est est-ce qu'il y a un avenir dans la communication? Comment on voit ce métier dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce qui va évoluer? Comment on peut s'y adapter dès maintenant, quand on est encore en études maintenant et où on va arriver en études en communication? Moi, je pense personnellement qu'il faut prendre le pli de se dire que l'IA, c'est une fatalité. Non, mais c'est quelque chose qui arrive et on le sait. C'est quelque chose qui est en train d'être développé de plus en plus et on le sait. Et l'avantage que notre génération a comparé à d'autres générations, c'est que nous, en fait, on l'apprend dès le moment où on est en études. Et en fait, autant l'apprendre à fond, apprendre à l'utiliser de la bonne manière, surtout, et de pouvoir l'utiliser comme un pro et devenir, entre guillemets, un professionnel qui a cet outil-là dans sa poche, ce qui nous permettra de nous démarquer face à des générations qui n'ont pas travaillé sur ça et qui auront plus de mal à l'apprendre. Après, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que je sais qu'il y a des métiers qui vont être remplacés et ça, c'est un peu flippant. Par exemple, je sais que j'avais vu un truc, on m'avait envoyé, on m'a dit j'espère que ça te fait pas peur et tout pour ton avenir, parce que c'était un truc design graphique ou quoi, où l'IA avait tout fait. Et même, il y a une nouvelle mise à jour Canva. Je sais pas si vous l'avez vu avec l'IA, tu dis juste, je veux ça comme post Insta, et ça te fait tout. Donc, t'as juste un design Canva, on te le fait. Et en fait, moi, au début, ça m'a fait peur, mais je me suis dit qu'après, t'as toujours l'authenticité de l'humain qui pourra jamais être remplacée, et une certaine créativité que tu peux pas pousser non plus sur un robot. Et je rejoins sur ce que t'as dit, sur le fait que notre génération peut mieux l'avoir comme outil, et surtout que, je sais pas si c'est pareil dans toutes les écoles, mais à l'EFAP, je sais qu'on a des cours d'IA qui sont mis tous les ans, les cours ils changent, et il y a des nouveaux cours. Par exemple, on a eu IA et écriture au premier semestre, et ça c'est un nouveau truc qui était, je sais pas si tu l'avais eu Lucas, mais voilà, c'est un truc nouveau, et en fait du coup nos cours sont adaptés à l'évolution du monde de la com, et ça c'est génial. Donc je pense qu'on sera pas trop largués. Et j'espère qu'on va jamais nous remplacer par un robot. Voilà. Il y a une chose qui pourra jamais être remplacée par un robot ou un outil, c'est le fait que vous soyez curieux et que vous ayez une bonne culture générale. Je dis vous, c'est nous. Parce que quand tu as une bonne culture générale, que tu te renseignes sur le monde, tu suis les actualités, que tu lis, que tu cultives ta curiosité, tu vas avoir une culture générale qui te permet de t'adapter à toutes les nouvelles technologies qui vont arriver. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de TikTok. Il y a 5 ans, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle. Mais ce sont juste des outils. Il faut juste apprendre à les manipuler. Si j'ai droit à la minute dinosaure, moi j'ai connu un... voilà. Non. Je suis un stégosaure. Ah ouais. Non, pas du tout. J'ai commencé à travailler dans la communication. Internet venait juste d'arriver. J'ai travaillé dans la communication, Google n'existait pas encore. TikTok, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Et je les ai vus arriver, et les questions que vous vous posez, qui sont complètement légitimes, je les ai entendues, mais tout le temps. Ouais. Et pourtant, moi, j'ai toujours considéré qu'à chaque fois, c'était une opportunité. Waouh, c'est un nouvel outil, c'est génial. Mais ça ne change pas qui je suis. Ça ne change pas ma patte, ma manière d'envisager le monde, d'avoir envie de travailler avec certaines personnes plutôt que d'autres, etc. Et c'est juste des outils. Et le fait que les outils changent, c'est une bonne chose, c'est très bien. Ouais. Par contre, si vous commencez des études où très vite vous allez vous spécialiser sur la manière d'utiliser Photoshop, InDesign, ChatGPT, Deep Blue, ce que vous voulez, votre connaissance, au bout de 6 mois, elle est obsolète. Ça ne sert à rien. Parce que la technologie aura évolué. On sera déjà sur la version 15. Machin. Vous allez arriver à la fin de votre 5e année, ce que vous aviez en première année est devenu obsolète parce que l'outil n'existe plus, ou il a été tellement changé que ça ne servait à rien. Par contre, suivre une formation où là on vous aide à développer votre curiosité, votre culture générale, le fait d'aller rencontrer des gens, vraiment, j'insiste sur ça, c'est la curiosité. Ça veut dire que vous allez découvrir les outils avant tout le monde, vous allez vous les approprier, et chaque nouveau logiciel qui arrivera, ce sera une gourmandise pour vous. Et vous saurez comment l'intégrer
Voilà. Vous saurez faire le lien, vous pourrez penser stratégie là où d'autres vont penser outil, maîtrise de l'outil. Ouais. Mais là, vous êtes en 2e année, 3e année. Quand vous allez obtenir votre diplôme dans quelques années, il y aura des nouveaux outils qui vont exister, nouveaux métiers, et ce sera génial. Ouais. Parce que vous aurez autre chose. Votre valeur ajoutée, elle n'est pas dans le fait de savoir maîtriser un outil. Ouais. Elle est dans le fait de se dire, là, je vais utiliser celui-là, là, je vais en utiliser un autre, et c'est ça ma valeur ajoutée. Vous êtes des chefs d'orchestre, en fait. Et donc, être curieux, avoir de la culture générale, et toutes les nouveautés qui arrivent, tant mieux. Oui, ça fait peur, mais comme chaque changement. Ouais. Mais c'est juste un outil. Enfin, après, je peux me permettre d'avoir ce discours parce que j'ai vu arriver toutes ces générations du paléolithique, du néolithique, du jurassique. Ah ouais. Ça me rend un peu plus tranquille. Ouais. Mais vraiment, faites-moi confiance. On en reparle dans 30 ans. Dans 30 ans, dans 30 ans, 30, ouais. Parfait. Mais Dans après, moi, 30 tu vois, moi, je suis pas d'accord avec Léna sur le fait que les métiers vont changer. Non mais les trucs Mais de base, déjà. les trucs de Je base. pense que... Tu vois, ma mère elle est assistante de direction, elle m'a dit dans 10 ans mon métier n'existe plus. En fait, je pense que c'est les missions qui vont changer, tu vois. Ouais. En tout cas pour notre métier. Et du coup, ce sera Parce pas que peut-être pas le un bon community manager, il va juste apprendre à prompter mieux que les autres sur le truc, il va vérifier. Un rédacteur ou quelqu'un en relation presse, idem, ça va être juste une manière de prompter, une manière de... Si on parle de vraiment l'hypothèse où l'IA remplace tout, et aussi le fait de toujours utiliser l'IA pour aller plus loin, et parce que l'IA, pour l'instant en tout cas, n'invente rien, il fait que reprendre ce qu'il connaît et ce qu'il a vu. L'IA agglomère toutes les requêtes qui lui sont faites. Et en fait, chaque requête qu'on fait à l'intelligence artificielle, ça entraîne cette intelligence artificielle. Donc plus il y a de requêtes, c'est pour ça que ChatGPT est gratuit, il y a plein d'outils d'intelligence artificielle qui sont gratuits, c'est parce que ça donne la possibilité à échelle mondiale d'entraîner cet outil. Et plus il y a de requêtes, plus les réponses seront intelligentes. Donc en fait, il agglomère plein de connaissances. Mais si nous, en tant qu'être humain, on a non seulement de la connaissance, mais de la sagesse, et puis une touche personnelle, tu sais, le fameux truc que tu veux à chaque fois te démarquer, etc. Et c'est ça qui fera ta différence. Mais des nouveaux outils, il y en aura tout le temps. Et parce que le métier de ta maman, il existera toujours, mais sous une autre forme. Elle proposera des choses différentes. Et c'est juste ça, en fait. Ouais. On verra dans 10 ans. Dans 30 ans. Dans, je sais pas. Voilà. En tout cas, pour résumer un petit peu tout ça, du coup, pour les gens qui nous écoutent, soyez curieux. Essayez de vous démarquer des autres. Et soyez authentiques. Soyez authentiques. Et surtout, n'hésitez pas à aller parler, à aller discuter. Et juste discuter, parler avec des gens qui sont peut-être dans le même métier, même pas dans le même secteur que vous, un peu partout. Et pas seulement à des buts de trouver un stage ou autre, juste avoir des connaissances en plus et apprendre beaucoup. Je pense que c'est ça qui est le mot d'ordre, être curieux et apprendre. Et il n'y aura pas de souci pour vous dans le milieu de la communication, je pense. Et prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Surtout. Parce qu'on travaille entre 7 et 8 heures par jour. Donc si on n'aime pas ce qu'on fait, mais quelle tristesse. C'est clair. Donc on prend du plaisir et ça c'est vraiment un marqueur important. Je suis d'accord. Qui fait ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce podcast. Et on vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt. À bientôt. Ciao.